Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire qui, ce soir, va parler musique et universalité. Certes, souvent, ce terme est galvaudé et par universalité, on entend moins aller à partir de son fond propre vers un fond commun que de se plier à une culture qui est déjà dominante pour des raisons que nous n'aurons pas le temps d'évoquer ce soir. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, justement, c'est de dégager un petit peu tous ces éléments qui font qu'une musique est universelle ou devient universelle. Et pour examiner un petit peu ce qui relève du mythe et de la réalité, j'ai le plaisir ce soir de recevoir deux musiciens. Tout d'abord, je vous présente le docteur Mouloud Nouran. Docteur Nouran, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir honoré. C'est un plaisir de vous recevoir. Docteur Nouran, vous êtes neurochirurgien. Vous êtes aussi musicien, compositeur, et vous êtes auteur de 3 ouvrages. Un premier ouvrage sur l'influence de la musique sur le comportement humain. Ensuite, vous avez aussi rédigé une biographie, un hommage à Mohamed Guerbuchen, le grand compositeur. Et tout récemment, aux éditions Al-Ittihad, vous êtes revenu avec un ouvrage qui s'intitule, et qui m'a fourni justement mon introduction, qui s'intitule « Dialogue des cultures musicales, mythe ou réalité ». Docteur Nouran, merci encore et bienvenue. Merci à vous. Et comme d'habitude, mes chers compatriotes, pour apporter un autre regard, j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir un autre musicien, un autre interprète, à savoir Monsieur Farid Khoja. Monsieur Khoja, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Monsieur Khoja, nos téléspectateurs ont eu déjà le plaisir de vous voir récemment chez nos collègues de Carré d'Art pour un hommage rendu à la ville des Roses dont vous êtes originaire. Tout à fait. Et donc ils savent déjà que vous êtes musicien, interprète et que votre dernier opus s'appelle Naranj, dont la jaquette a été réalisée par Denis Martinez, que vous avez plusieurs cordes à votre arc, notamment que votre instrument de prédilection est l'urbab, dont nous allons parler justement dans ce contexte d'universalité et d'autres choses encore. Merci encore Farid Khoja d'être Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est un plaisir. Donc, docteur Nouran, Dialogue des cultures musicales, cet ouvrage présente un petit peu tous les emprunts, si je puis dire, voire les métissages. C'est un terme aussi que vous avez employé dans votre autre ouvrage sur le compositeur Mohamed Guerbuchen. Et vous retracez un petit peu la genèse de toutes ces interactions, de tous ces métissages. Votre ouvrage s'ouvre sur justement la période des croisades. Il évolue ensuite, vous citez les turqueries. On ne peut pas restituer l'ensemble de l'ouvrage qui est heureusement disponible, mais on va essayer de parler un petit peu des points d'orgue, pour reprendre votre image, fort musicale. Tout à fait. Voilà. Avec, disons, les figures les plus importantes qui ont illustré tous ces emprunts et toutes ces, peut-être que c'est aussi un terme à la mode, toutes ces appropriations. Peut-être qu'on pourrait commencer justement par Francisco Salvador Daniel. Oui, Francisco Salvador Daniel est un musicien, c'est un compositeur, c'est un des premiers ethnomusicologues, il est directeur du conservatoire de Paris. Donc ce grand ethnomusicologue est venu en Algérie en 1853. Il est resté 12 années en Algérie. Bon, quand il arrive en Algérie, il est reçu donc par ses collègues, par Victor Bérard, qui est helléniste. Il est connu pour avoir traduit l'Odyssée de Homère. Et puis, il a été aussi reçu par le maréchal Randon. Donc, tout de suite, il arrive en Algérie, il commence à sillonner les rues d'Alger, il commence à écouter les rythmes qui se font, et surtout les derj, les ziden, les raml el-maya. Il va s'intéresser au rythme, il va rapidement s'adapter, il va rapidement essayer de tenter de décoder justement les instruments de percussion, parce que c'est la base de la musique, elle est difficile, la musique pour un Européen qui n'a pas les codes justement. Donc il va s'atteler à comprendre il va comprendre les znouj, le genre de castagnettes métalliques, jusqu'à ce qu'il soit armé un petit peu de cette grammaire musicale algérienne qui au départ avait trouvé comme étant un charivari. Et puis avec le temps, il dira dans sa biographie, il dira dans ses livres qu'il prenait du plaisir justement à écouter de la musique algérienne. Donc il va partir à Blida
il va découvrir là-bas le Reta. Et comme c'est un excellent musicien, les confréries maraboutiques de Blida étaient ébahies quand il commençait à jouer de la Reta. Donc il va faire les cafés, il va faire tous les endroits où il y a de la musique, il va assister au sacrifice des bœufs en Kabylie, et donc il va recueillir tout ça, il va recueillir beaucoup de nouba, il va recueillir un ouvrage qui va marquer, qui va avoir un tournant justement chez les compositeurs orientalistes, notamment les Russes. Cet ouvrage-là va s'appeler le recueil des chansons kabyles, arabes et mauresques. Donc il va recueillir des noubas, il va recueillir des morceaux comme par exemple le morceau qui s'appelle Dali, qu'il va recueillir en Kabylie. Il aura des difficultés pour le recueillir parce que l'interprète qui va le lui faire, à chaque fois qui va rejouer, il aura des difficultés parce que ce n'est pas la même chose, il y a toujours de l'improvisation. Mais Francisco Salvatore Daniel va saisir le mode, il va le dire d'ailleurs dans sa partition, c'est le mode Hassin. Il va aller à la Kasbah, il va aussi recueillir une chanson qui s'appelle Zohra, c'est une chanson qui est utilisée pour célébrer des cérémonies de mariage. Il va repartir en Kabylie pour recueillir Stamboul, qui est une chanson faite pour la guerre de Crimée. Et puis, il y a une très belle chanson qui s'appelle Shibou Shibben. C'est une chanson rythmée qui se joue à la Kasbah et qui va reprendre justement en partition, qui va arranger avec un rythme 6/8. Et cette chanson-là, comme nous allons le voir tout à l'heure, sera utilisé par un compositeur qui s'appelle Rimsky-Korsakov dans son poème symphonique qui s'appelle Antar. Voilà brièvement un petit peu la petite biographie de Francisco Salvatore Daniel qui a recueilli environ 400 chansons de notre patrimoine. Et ça, c'est intéressant d'étudier ces chansons pour voir un petit peu comment était jouée, comment était faite la chanson en Algérie dans les années 1800. C'est d'ailleurs un travail auquel vous vous êtes attelé et on pourra peut-être faire quelques indiscrétions tout à l'heure puisque... Tout à fait. Bon, ma curiosité m'a poussé à déchiffrer certaines partitions de ce recueil et donc à préparer probablement un CD avec quelques-unes de ces partitions. Un deuxième CD, puisque j'ai oublié de mentionner que vous êtes aussi vous êtes musicien, vous êtes aussi tout à fait. Interprète, et donc vous avez déjà un premier album avec votre groupe Massins, oui. Voilà. Oui, avec mon groupe, nous avons fait un CD qui s'appelle Azta, qui s'appelle Fusion, puisqu'on est dans le métissage, donc où il est question de métisser des musiques donc algériennes, avec soit en jazz, soit avec des rythmes latinos, voilà, pour donner une meilleure audibilité, enfin pour une meilleure audition de ces musiques. Et donc, dans ce second CD que je suis en train de préparer, donc j'ai recueilli un petit peu 2 ou 3 de ces partitions que j'ai adaptées parce que ce n'est pas évident au goût du jour. Et il y aura aussi des compositeurs dont nous allons parler tout à l'heure qui sont venus en Algérie et qui ont recueilli aussi des chansons, qui ont recueilli aussi des partitions et qui les ont utilisées dans leur symphonie. Je vais probablement utiliser certaines parties algériennes de ces symphonies. Et je profite de la présence du neurologue pour citer un passage qui m'a frappé. Vous avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure ce qu'il trouvait au début comme un affreux charivari dénué de mélodie et de mesure se transformait à la langue en un délicieux air. Le voilà donc armé des codes de la musique, etc. Et là, vous le citez, vous dites, là c'est Salvador qui parle. Hein. Tout à fait. Là où je ne trouvais que du bruit, les Arabes trouvaient une mélodie, oui, puisqu'à l'époque nous étions tous, voilà, c'était un magma. Voilà. Les Arabes trouvaient une mélodie agréable à laquelle ils mêlaient leur voix. Là où je ne distinguais pas de mesure, la danse me forçait à en admettre une. Il y avait dans cette différence de sensation un problème intéressant, j'essayais de l'approfondir. Pour cela, je me liais avec les musiciens indigènes. J'étudiais avec eux afin de me rendre compte d'une sensation que d'autres éprouvaient et qui ne me touchait en rien. Et tout de suite, ça m'a évoqué, peut-être que le neurologue que vous êtes pourrait nous en dire plus, que finalement, nous n'entendons que nous arrivons à entendre que ce que l'on s'attend à entendre. Tout à fait. Là, on rentre dans un autre domaine. Il y a des notes qui vous échappent parce que ce n'est pas le mode auquel vous êtes habitué. Tout à fait. Là, c'est le mode... on s'inscrit dans la perception de la musique. Vous savez, vous avez évoqué au début de l'émission l'universalité de la musique.
C'est vrai que c'est un concept intéressant, c'est un concept très à la mode. Moi, j'ai toujours dit que la musique est un langage, mais elle a ses propres dialectes. Parce qu'au fait, on n'a pas les mêmes, la même grammaire, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs. Nos cultures sont différentes, même si le neurologue qui parle, la musique est réellement un langage, parce que la langue et la musique utilisent la même partie, en tout cas une même partie dans le cerveau pour la décoder, que ce soit pour la musique ou pour la langue parlée. Et en matière justement de langage musical, par exemple, chez les Occidentaux, on a classiquement coutume de dire que la gamme majeure, elle égaye la personne, et la gamme mineure, elle rend triste. Ça, c'est assez caricatural, hein, c'est assez caricatural. Mais qu'est-ce qu'ils en font des autres cultures où il n'y a pas ces histoires-là de gamme, où c'est par exemple, quand vous prenez les Japonais, les Chinois, où c'est les systèmes heptatoniques, où c'est les gammes pentatoniques, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a des dénominateurs communs, mais chaque culture a là ses particularités. Il y a un point commun, mais chaque culture a ses particularités. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour un petit peu développer ce thème de l'universalité, je me tourne vers vous, Monsieur Khoja. Oui. Votre instrument de prédilection, vous nous le disiez tout à l'heure, est un petit peu celui qui illustre, vous nous avez dit, qui est un petit peu le plus universel qui soit, puisqu'il est un peu l'ancêtre du violon, à savoir. Oui, tout à fait, il fait figure d'ancêtre du violon. Bien, donc on peut retrouver enfin des formes plus ou moins évoluées un peu partout dans le monde. Et puis, d'ailleurs, c'est l'instrument qui est le plus proche du corps. L'instrument en question, c'est l'arbab. C'est l'arbab, oui, tout à fait. Et puis, c'est l'instrument qui est le plus proche du corps humain. Et puis, et les sons qui s'en échappent sont des sons qui sont les plus proches aussi de la voix humaine. Ce qui fait peut-être son universalité. D'ailleurs, on peut le retrouver en Europe, comme on peut le retrouver en Malaisie ou au fin fond donc, du Sahara. Et donc, ces sonorités, en fait, rayonnent un peu partout et permettent justement de nous réconcilier justement avec notre musique, qui est peut-être un peu différente, mais elle est la même un peu partout, comme disait le docteur, qui est un peu la même un peu partout dans le monde. En fait, voilà, donc c'est un instrument donc monoxyle, parce qu'il est fabriqué donc dans un seul morceau de bois et dont les cordes sont faites avec les boyaux donc de bouc. Voilà, et puis l'archer, donc avec le crin de cheval. Et je pense que c'est justement toutes ces particularités qui fait de cet instrument un instrument particulier. Bien sûr, par rapport à d'autres instruments qu'on peut retrouver ici et là, et qui permettent aussi d'agrémenter, de rajouter autre chose donc, aux sonorités déjà un peu rock de cet instrument. Voilà. Et vous qui êtes interprète de musique andalouse, peut-être que ce dont parle M. Honoren résonne chez vous. On va faire d'ici la fin de l'émission, on va faire à peu près une vingtaine de métaphores à la musique. Il n'y a pas de souci. Et donc, elle va résonner un petit peu chez vous lorsqu'il mentionne justement tout le brassage qui a été fait après la Reconquista, puisque chute de Grenade et donc... ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, la musique arabo-andalouse... Et il va y avoir cette évolution dont nous parlions tout à l'heure. Oui, la musique arabo-andalouse, dite musique classique algérienne, en fait, est le produit d'une concertation musicale à travers les siècles. Donc, et la musique andalouse telle qu'elle se pratique aujourd'hui, enfin, du moins chez nous dans les trois écoles, n'est peut-être pas la même qui se pratiquait justement au Moyen-Âge, au Xe siècle ou au XIe siècle. Donc elle a dû se nourrir très certainement d'autres musiques et qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, si vous écoutez les enregistrements de Sfinja au début du siècle, on se dit, bon, ma musique que je pratique aujourd'hui n'est pas celle. Elle y est peut-être proche, mais elle est très éloignée en termes de sonorité, en termes de rigueur, en d'autres termes. Donc je pense que toute musique se nourrit de l'environnement où elle se pratique. D'ailleurs, nous targuons ici à Blida de dire que cette musique, enfin l'école de Blida, qui est inféodée très certainement à l'école d'Alger, donc mais a ses particularités, a ses couleurs, a ses accents, qui fait que cette musique est
plus ou moins différente de celle qui est pratiquée à Alger ou dans les autres écoles. Bon, parce qu'elle s'est nourrie très certainement de l'environnement où elle a évolué au cours des siècles. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir justement par rapport à la genèse de la musique andalouse. Bon, je pense qu'en 711, quand Tariq ibn Ziyad est parti donc en Andalousie, déjà au niveau de ses bataillons, au niveau de son armée, il y avait des Mawalides, des Qaïsites, il y avait plein, les Berbères étaient les plus représentés. Et donc, quand il est rentré donc, en Andalousie, il n'avait pas trouvé une terra nullius, c'est-à-dire qu'en Andalousie, il y avait un royaume wisigoth. Et en Andalousie, avant que Tariq ibn Ziyad aille là-bas, il y avait des cultures musicales. Il y avait une tradition gallicane, il y avait l'empire byzantin, romain qui se trouvait en Andalousie, il y avait donc... il y avait beaucoup de cultures musicales. Bon, nous, on connaît Ziryab parce que c'est lui qui a monté les noubas. C'est lui le maître du luth. Mais moi, je me suis posé souvent la question, même dans le livre, mais comment que cela se fait que Ziryab, qui est le maître de la nouba, et que la nouba qui nous est parvenue aujourd'hui ne présente pas de quart de temps qui est spécifique à la musique arabe. Donc, je pense, permet d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a un intermédiaire ou des intermédiaires qu'on ne connaît pas, mais certainement que Ibn Bajjah, qui a fait la synthèse des différentes cultures, a rénové en plus la nouba. Je pense que Ibn Bajjah, qu'on oublie souvent, on pense, quand il dit Ziryab dit nouba, on oublie Ibn Bajjah qui a rénové la nouba et qui a rajouté 2 mouvements, l'istihlal, et il a rajouté un autre mouvement à la nouba. Et on l'oublie souvent. Et lui, il a fait la synthèse des autres cultures qui se trouvaient en Andalousie. Je pense que peut-être que c'est un peu lui qui a enlevé ou qui a modifié ce quart de temps. On est loin, en Andalousie, on est loin de la musique du chamelier, n'est-ce pas? Oui, ça c'est autre chose. Oui, on est très loin. Mais ça c'est autre chose, on va en parler tout à l'heure. Et puis avec l'arrivée de Ziryab, qui a procédé en fait à toute une révolution. Donc le mouachah y est né aussi, hein, donc il est né dans les vergers d'Andalousie, puis après il est reparti vers le Moyen-Orient. Bien, mais les écoles créées par Ziryab, donc on fait une révolution qui a fait que beaucoup plus tard, vers la Renaissance aussi, les musiques des cours d'Europe donc ont pris quelque part certaines sonorités. Donc pour ne citer que, par exemple, certains auteurs qui ont repris certains textes d'El Mu'tamid, etc., pour ne citer que de la Vega, donc qui a quand même copié sur... Bon, copier, c'est un bien gros mot, mais qui s'est très certainement inspiré donc, de toute cette poésie qui était autour donc, de cette Espagne donc, rayonnante et qui parlait arabe, en fait. Oui, pour aller dans le même sens, le mouachah et le zajal ont été utilisés en musique médiévale par les troubadours et par les trouvères, hein, c'est connu. Hein. Ribera Tarrego a dit que justement que l'origine des trouvères et des troubadours du Moyen-Âge venait de la structure strophique du mouachah et du zajal. Voilà, c'est un petit peu pour aller dans le même sens de notre qu'on retrouve aussi dans le mouachah, il y a beaucoup d'acquaintances entre le zajal tel que nous le chantons ici et le zajal qui est chanté au Moyen-Orient. Par exemple, Fayrouz aussi chante un zajal que nous chantons aussi dans la Nouba Raml. Bon, dans les mystiches m'échappe maintenant, mais vraiment il y a beaucoup d'acquaintances. Donc bien sûr on se partage les mêmes textes, mais on est toujours sur le même corpus, n'est-ce pas? Absolument. D'ailleurs, il y a aussi sur l'ouvrage consacré à Egelbouchen, il y a aussi cette... Voilà. Donc c'est un insaraf que nous exécutons donc dans le mode Raml et qu'elle chante aussi en mouachah, en zajal, donc au Liban. Voilà. Autre aussi grand compositeur, célèbre compositeur qui va atterrir en Algérie, qui va lui aussi un petit peu s'escrimer à essayer de retranscrire ses sonorités, c'est Camille Saint-Saëns. Oui. Camille Saint-Saëns donc, avait une santé un peu fragile, il avait les branches sensibles. Il a passé
à sa villa à la Pointe Pescade 19 séjours en Algérie. Hein. Et quand il est venu en Algérie, lui aussi il a connu deux personnes très importantes qui l'ont aidé à écouter, à apprendre la musique andalouse. Il y a Edmond Nathan Yafil, et puis il y a aussi Mahiedine Bachtarzi, qui dans ses mémoires disait le concernant que Camille Saint-Saëns prenait beaucoup plus qu'il ne donnait. Oui, c'est une anecdote qui est importante à préciser, parce que au fait, Camille Saint-Saëns, quand il arrive en Algérie, il arrive en 1873, l'Algérie est en pleine insurrection de 1871, donc il y a une déshumanisation très importante. Il y a la loi Varnier aussi qui a été mise sur le terrain, qui expropriait tous les Algériens, qui les met face aux lois françaises, et donc il va trouver une Algérie très bouleversée. Bon, et donc ça ne s'y prêtait pas, au fait. L'Algérien ne s'y prêtait pas à la musique. Mais bon, mais lui, il a pu donc écouter Nathan Yafil, il a écouté donc Mahiedine Bachtarzi, qui n'arrêtait pas de lui refaire aussi les noubas, puisque comme chez Francisco Salvatore Daniel, l'improvisation y est à chaque répétition, c'est-à-dire qu'il lui demande une nouba. Zidane, quand il la refait, il ne la refait pas de la même façon. Manière, oui, parce que on est tous chargés de cet esprit d'improvisation. Bon, bref. Donc l'orientalisme de Camille Saint-Saëns... Nous étions tous des jazzmen avant la lettre. Tout à fait. Alors, donc l'orientalisme de Camille Saint-Saëns, bon, est connu et visible dans sa symphonie très connue, qui s'appelle donc Samson et Dalila. Et on retrouve donc le quatrième passage de la Noubat Zidane, Touchiet Zidane, dans cette bacchanale. Donc, et l'orientalisme, il est clair dans cette musique. On retrouve donc ce qu'ils appellent, eux, la seconde augmentée, parce qu'ils ne vont pas nommer dans leurs œuvres Nouba Zidane, etc. Ils vont dire seconde augmentée. Cette seconde augmentée, on la voit aussi dans le maqam Hijaz, qui est aussi utilisé par beaucoup de compositeurs européens. Donc, il va utiliser ça. Il y a aussi un autre morceau, il va s'inspirer dans le morceau Africa. La seconde augmentée, c'est dans un intervalle musical. On ajoute un demi-temps afin de donner cette sonorité un petit peu orientale. Oui, cette sonorité, ils appellent ça de l'Orient fantasmé. C'est-à-dire, au lieu de faire Ré, Mi, Fa, Sol, on va faire Ré, Ré dièse. On augmente d'un demi-temps la seconde. Voilà. Et donc, je vous le disais, donc, à part cette musique, cette symphonie, Samson et Dalila, et donc la bacchanale où un passage de la Touchiet Zidane est emprunté, dans un autre morceau qui s'appelle Africa, là, il va faire carrément un melting de plein d'éléments. Il va utiliser un rythme à 6/8 qu'il écoute à la Casbah, il va utiliser un thème qu'il a entendu à Biskra, il va utiliser aussi une seconde augmentée, et ça s'appelle le morceau Africa. Donc l'orientalisme va vraiment sonner dans ce morceau. Il y a aussi le concerto numéro 5, c'est un concerto très scintillant qui s'appelle le concerto égyptien. Donc là, il va s'inspirer par contre d'un chant d'amour nubien qu'il a écouté quand il a traversé le Nil à travers un bateau. Et donc, il va reproduire ce chant et il va le faire, mais d'une façon très scintillante, très brillante. Et Biskra qui a aussi inspiré d'autres compositeurs, et notamment Gustav Holst. Non seulement Gustav Holst, mais qui dit Biskra, c'est plutôt Bartók. Mais c'est vrai que... Aussi. Mais c'est vrai que Gustav Holst, c'est vrai qu'il est venu... y attarder plus. Oui, il est venu, Gustav Holst, à Biskra, comme Bartók et comme Karol Szymanowski et comme plein d'autres personnes qui sont tombées sous le charme de Biskra. Et donc, Gustav Holst, au cours de ses pérégrinations dans le désert, il entend comme ça un passage qui se répète inlassablement. On appelle ça en musique en ostinato. Et c'est quelque chose qui est resté mystérieux dans sa tête et qui a fait ressortir ce passage-là. Au départ, il en a fait une suite orientale ou une symphonie orientale qu'il a appelé les Ouled de Naïl. Il a appelé d'abord ça les Ouled de Naïl. Et puis quand il est rentré donc
dans son pays. Il a changé de nom, il l'a appelé Benimora. Benimora, c'est extrait d'un livre de Robert Hitchens qui s'appelle Garden of Allah. Oui. Et donc, c'est le titre définitif de cette œuvre qui est très, très, très intéressante, vue par un Anglais. Parce que Gustav Holst était un Anglais. Ce qui nous amène à un autre compositeur enchanté par Biskra, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à savoir Béla Bartók. Oui, Béla Bartók, c'est lui la référence. Béla Bartók, c'est l'ethnomusicologue qui est venu à Biskra en 1913. Et donc, pour l'anecdote, il était en croisière d'abord, qu'il a fait parvenir de Cadix, c'est l'espagnol, jusqu'aux côtes nord-africaines. Et donc, durant la croisière, il entendait plein de chants qui l'ont charmé. Ces chants qu'il a entendus l'ont vraiment charmé. Et donc, juste après, il vient en Algérie, il part à Biskra. En 1913, il arrive donc à Biskra par le vapeur qui s'appelle le Djurdjura, voilà, Constantine et puis Biskra. Et donc à Biskra, il va recueillir les musiques de Tolga, Sidi Akbar, Kontara. Il va recueillir non seulement les musiques, mais il va recueillir les chants, il va étudier les chants de ces musiques et il va repartir avec plus de 120 chansons et 5 heures de phonogramme d'enregistrement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Béla Bartók était confronté aussi à une difficulté de transcription de ces musiques parce qu'il n'a pas la grammaire musicale utilisée en Algérie. Donc, il lui manquait des lettres, en quelque sorte. Il lui manquait des lettres, il lui manquait des codes surtout, pour décoder un petit peu ces musiques. Donc, il transcrivait des rythmes, il faisait des points d'orgue inversés, pour signaler des rythmes syncopés ou pas. Et quand il y avait des chansons qui étaient beaucoup plus intéressantes, il les notait. Donc, et puis est né le cahier arabe de Béla Bartók qui est devenu très célèbre. Dans ce cahier, en plus de ses transcriptions rythmiques, il y a des chansons qui ont marqué l'époque. Il a transcrit, c'est Ain el-Karma et Wahed el-Ghozi. Il a transcrit ces chansons dans ce cahier. Et donc, ce qui est intéressant dans Bartók, déjà, c'est ce recueil qu'il a fait à Biskra des musiques. Et puis, ces musiques, bien sûr, l'ont influencé. Ils l'ont influencé dans ses compositions. Le duo 42 pour 2 violons, il y a des relents de musique de Biskra. Il y a le quatuor à cordes numéro 2, opus 17 aussi. Il y a le Microcosmos 58, c'est une œuvre au piano où on sent qu'il y a un brassage entre Sika et Zidane. Mais bon, c'est normal, il y a une influence. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a recueilli, c'est qu'il a remarqué que le coloris musical qu'il a pris d'Algérie se retrouve dans l'ancienne Roumanie. Au départ, il s'est dit que c'était quelque chose d'anodin, c'était fortuit. Mais quelques temps après, il repart en Roumanie et repart en Ukraine et retrouve le même coloris musical, la même harmonie en Perse, en Irak, en Roumanie et en Ukraine. Et là, il s'est dit, bon, l'origine... Ça fait beaucoup de hasard quand même. Voilà, l'origine de la culture arabo-perse qui a pénétré dans ces pays doit être évoquée. Voilà. Et puis donc Béla Bartók a fait une conférence très intéressante à Harvard en 1943 où justement il a parlé de chromatisme et il a donné de la visibilité à la musique de l'Algérie, à la musique de Biskra. C'est un enjeu d'ailleurs qu'on a évoqué là, tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces influences que parfois aujourd'hui certains sont tentés de nier. Je me tourne vers vous, Monsieur Khouja, vous qui êtes musicien et qui interprétez souvent les chefs-d'œuvre du patrimoine. Et ça me rappelle un petit peu une introduction à la préface d'un ouvrage de poésie qui disait « J'ignore d'où me parle le chant ». C'est que souvent vous vous retrouvez peut-être face à un public qui n'est pas forcément mélomane, oui, tout à fait. Mais immédiatement il est pris par ce que vous interprétez, justement parce que ce que vous interprétez plonge ses racines dans des chants traditionnels qu'on se remémore ou dont on se souvient sans se remémorer, à savoir par exemple ce que vous mentionnez tout à l'heure, le chant du chamelier, les chants traditionnels de nos grands-mères, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette genèse d'une musique dite savante, hein? Parce que quand on commence à parler Aram el Zidane, etc., qui sont des modes, tout le monde ne peut pas suivre, mais
derrière cette construction-là, il y a un patrimoine populaire qui a justement nourri toute cette musique savante. Très certainement, parce que tout à l'heure je parlais de cette concertation donc, musicale, et la musique que nous pratiquons aujourd'hui est une musique qui s'est nourrie très certainement d'autres musiques qui nous viennent d'ailleurs. Bien, et puis cette musique donc, que nous pratiquons, qui s'appelle justement cette musique algérienne ou dans ces genres voisins d'expression populaire, sont des musiques qui sont, bon, dont on dit qu'elles nous viennent d'ailleurs, mais elles sont ancrées justement dans notre quotidien et dans notre culture. Et dans les programmes que souvent nous agençons pour notre public, nous préférons de temps en temps y inclure quelques musiques, quelques morceaux pour rapprocher l'oreille du profane, et tout de suite le public y adhère et s'y souscrit. Donc je pense que... Notamment lors de votre dernière prestation. Justement, parce que donc, justement, moi qui suis issu de l'école andalouse, donc je préfère très souvent commencer par la musique savante, donc par la nouba, parfois par une touchia, parfois par Amsaddar, parfois quelques morceaux donc empruntés donc à la musique d'expression populaire, avant d'arriver à ce qu'attendait justement le public, quelque chose de plus allègre, de plus léger. Mais c'est une manière, c'est un peu malin peut-être, je dirais, bon, entre guillemets, de faire rapprocher l'oreille du profane, donc à plonger dans cette musique qu'il mésestime souvent par méconnaissance parfois, et dont il dit souvent, dont il se dit, voilà, donc c'est une musique qui m'est étrangère, mais finalement, nous sommes porteurs de cette musique, de cette musique policière, de cette musique raffinée, mais dont on ne connaît que très peu de choses. Et donc les concerts que nous donnons, moi-même et d'autres de mes amis musiciens, donc s'inscrivent dans cette mission justement de rapprocher l'oreille du profane, parce que le public qui est déjà acquis, donc qui est déjà acquis à notre cause, c'est bon. Mais c'est l'autre public qui nous intéresse. Et justement, donc, et dans le concert que j'ai donné à la basilique Notre-Dame d'Afrique, donc le 13 février 2019, n'est-ce pas, s'inscrit justement dans cette perspective, et donc s'inscrit aussi dans cette démarche de rapprocher un petit peu ce public et le faire réagir justement positivement à tous ces programmes que nous lui donnons à entendre et à voir aussi, parce qu'en fait la musique c'est aussi des images, c'est aussi et pas seulement des sons, mais c'est aussi des images. Oui, d'ailleurs, voilà. Votre démarche est mutatis mutandis, un petit peu aussi celle de l'Anqa, lorsque il arrache entre guillemets le shabi du cercle fermé du Madih, pour en faire l'instrument de lutte culturelle qu'il en a fait. Et pour le rendre justement accessible à une jeunesse qu'il craignait de voir s'enfoncer dans l'umkan prolétariat. Tout à fait, parce que tout à l'heure, le docteur parlait de Zelieb. Le grand mérite de Zelieb, en dehors, bien sûr, indépendamment du fait qu'il a introduit la cinquième corde aux luttes, ou d'avoir créé les trois écoles et les noubas, d'avoir introduit l'asperge, d'avoir révolutionné le monde de la mode, etc., c'est d'avoir sorti cette musique qui était une musique de palais et la donner justement à la populace. Donc voilà, donc, et cette étiquette a longtemps été collée à cette musique, de musique bourgeoise, de musique élitiste. Oui, bon, peut-être bourgeoise dans le sens le plus noble du terme, mais cette musique est avant tout une musique du peuple. D'ailleurs, dans le Zedjel, qui est le parler de l'époque, témoigne justement de cette accessibilité des Andalous à la grammaire et aussi au texte andalou. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on devrait peut-être se pencher aussi sur le texte, parce que qui dit musique andalouse dit musique, mais le texte aussi est très beau, mais il n'est pas très accessible au commun des mortels. C'est vrai, mais il est d'une beauté inouïe, et je pense que les lexicographes, les lexicologues devraient se pencher justement sur ce texte pour pouvoir nourrir le langage, le parler contemporain, de langage que nous utilisons, parce que finalement cette acculturation qui sévit chez nous est rédhibitoire
rédhibitoire à tout progrès envers une musique qui adoucit. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à des musiques, bien sûr, la globalisation oblige, donc à cette invasion donc, de musique qui, bon, nous sommes très ouverts donc, à toutes les musiques, mais bon, mais pas au détriment des nôtres. D'ailleurs, souvent, oui, j'évoque... comme vous mentionnez le mot invasion, c'est-à-dire que le vecteur de cette globalisation, ce n'est pas tant les interactions culturelles que un matraquage quotidien sur une base purement marchande. Quelque part complice, parce qu'en fait, et souvent j'invoque Ça me rappelle un petit peu un philosophe qui disait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le même jour à la même heure, on entend partout la même chanson. La même chanson. Et donc on n'est plus dans l'universalité, mais dans l'uniformisation. De l'uniformisation qui est rédhibitoire en fait. Et d'ailleurs, souvent j'invoque le système de quotas qui avait été instauré par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, pour protéger la chanson française de l'invasion des musiques anglo-saxonnes et anglaises. Donc pourquoi pas nous, chez nous, on ne ferait pas la même chose en instaurant un taux de 20% ou 40% pour protéger donc, la musique du terroir, la musique traditionnelle, la musique bien de chez nous, contre l'invasion, le truchement de cette globalisation. Je crois qu'il se battait contre... il essayait d'arrêter le vent avec les mains, hein, parce qu'après le plan Marshall, il n'y avait plus grand-chose à bloquer. C'était peut-être ça d'abord le problème. Oui, bah, tout peut se faire parce qu'en fait, cette musique, ces musiques algériennes. Bon, moi, je suis versé dans le domaine de la musique classique algérienne, mais c'est l'expression du génie algérien. Donc, on se doit de le protéger et de le promouvoir et le pérenniser. Absolument. Voilà. Absolument. Un des points aussi de la globalisation et un des points aussi intéressants aussi de la World, hein, c'est au fait d'avoir une audibilité au-delà de son village, au-delà de son pays. Quand Peter Gabriel a créé dans les années 90 le WOMAD, le World of Music and Dance, il a pris des gens de Rai, il a pris Nusrat Khan, il a pris plein de chanteurs qui n'étaient pas du tout connus. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des arrangements, il y a eu des artifices corrupteurs de l'électronique qui a un petit peu dénaturé, qui a enlevé un petit peu la nature, mais ça a permis de faire connaître énormément de sonorités à travers sa firme qui s'appelait Tribal Jam, je crois, et qui a fait donc connaître tous ces chanteurs-là. Mais bon, la condition qu'on doit se poser, c'est qu'il ne faut pas dénaturer ces musiques, bien sûr. Oui, ça amène à un autre débat déjà. Est-ce qu'elles ont une nature? Non, mais je veux dire... non, mais il faut... Non, mais quand vous avez une musique andalouse, quand vous avez une nouba qui est bien... elle a son propre canevas, c'est parti et tout ça, c'est-à-dire que vous la présentez telle quelle. Et puis quand bien même vous la transformez, c'est dans quelle démarche, dans quelle vue, et est-ce qu'on est justement dans le partage ou dans le folklore? Puisque ça nous renvoie à la question que vous évoquez dans votre ouvrage, qui est celle de l'orientalisme. Tout à fait, tout à fait. Bah oui. Parce que Saint-Saëns, par exemple, pour Samson et Dalila, il y a quand même un arrière. Bien sûr. Il y a un arrière-fond idéologique qui saute un petit peu aux yeux. Tout à fait. Quand Saint-Saëns a écrit, quand il a écrit donc la marche algérienne, quand il a écrit donc, dans sa marche militaire, il institutionnalise la colonisation française. Bien sûr qu'il y a des arrière-pensées là-dessus. Et donc ça nous amène à parler de l'orientalisme. D'ailleurs, votre phrase, la phrase que vous mentionnez de Mahiddin Bouchtaz, lorsqu'il dit il prend plus qu'il ne donne, c'est tout à fait l'attitude du conquérant. Tout à fait. C'est-à-dire qui est là pour se servir de... C'est une matière première, en fait. Tout à fait. Voilà. Il a une matière première brute qu'il utilise, et puis voilà. Et à sa guise, et, sans se soucier de ce qu'elle exprimait. Tout à fait. Parce que là, justement, le coton, c'est le coton. On en fait ce qu'on veut. Mais une musique est en principe imprégnée d'un socius, d'une culture, d'une vie, d'une influence, d'un reflux, d'une vie intérieure, de plein de choses. De la transformer en une sorte de cliché sonore. Pour illustrer par exemple des Philistins qui se vautrent dans la lecture, ou l'image des nailés lascives, etc. Tout à fait. Il y a une dissociation totalement
totalement incroyable là-dessus. Donc justement, ça nous amène à parler, vous me tendez la perche pour parler de l'orientalisme. C'est intéressant de savoir que l'orientalisme, justement, c'est un courant qui est apparu, courant artistique qui est apparu au 19e siècle. Et donc ce courant-là, c'est quoi? C'est l'intérêt des Européens pour la culture des pays d'Afrique du Nord, donc de l'Orient et des régions sous l'occupation ottomane. Et je me permets juste de faire un petit intermède. Justement, on va revenir à l'orientalisme pour balancer un petit peu entre celui que nous mentionnons actuellement et l'orientalisme russe qui ferme un petit peu votre ouvrage. Mais avant cela, un petit intermède, puisque c'est le moment de notre rubrique Mohamed Dib, qui célèbre son centenaire. Comme d'habitude, mes chers compatriotes, tout de suite après le jingle. Alors ce soir, je vous propose de découvrir un Mohamed Dib plein d'humour, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, dans son ouvrage L'arbre à dire, et où dans le 5e chapitre, on va dire, où il va mentionner un petit peu cette anecdote que je vais vous lire et qui s'intitule « Quels autres, ça rejoint notre thème. Cela s'est passé à Strasbourg, il n'y a pas longtemps, à l'automne, au cours de l'une des rencontres du Carrefour des littératures, voulue cette année sur le thème « L'extrême Europe ». Ce jour-là, 7 ou 8 philosophes se trouvaient réunis en table ronde dans la salle amphithéâtre de l'Aubette, place Kléber. Ils avaient parlé, en réalité, à une ou deux exceptions près, ils avaient plus lu des feuilles préparées que parlé. Ce n'est pas le cas de mes invités. Puis, ils avaient répondu à des questions posées par un animateur qui souvent gardait la parole si longtemps que le philosophe interrogé, l'écoutant, en oubliait qu'on l'interrogeait. J'espère que ce n'a pas été mon cas. Enfin, au tout dernier moment, et un peu pour le principe, le public a été convié à y aller de ses propres questions. À quelques-unes, parties de la salle, des réponses avaient déjà été faites. J'étais là dans l'assistance et je ne sais ce qui m'a pris. Sans doute ce démon qui pousse à y jeter aussi votre grain de sel quand la marmite bout. N'y tenant plus, voilà donc qui est fait avant que je m'en sois seulement aperçu. Vous qui avez dû constater comme moi que le monde est plein d'étrangers, qui sont les autres? Silence dans le rang des philosophes immergés, tout en bas dans l'éclat des projecteurs. Au fond d'un enfer, tandis que nous, le public, les dominants sur nos gradins, figurions encore dans notre pénombre le purgatoire. J'ai craint alors de m'être mal fait comprendre, je me suis expliqué. Pour ce qui est de moi, je sais que je suis un étranger, mais vous, qui êtes-vous? Même silence en enfer, mais un silence, nous le sentions, lourd de méditation. Dans notre purgatoire, il y a eu quelques rires ou des ricanements, vite étouffés. Puis après un certain temps, une minute dont ces conditions paraient durer une éternité, l'un des philosophes a eu cette réponse, « Nous autres ». C'en est resté là, le sort de ma question avait été ainsi réglé. Je vais en rester là, même si le passage est passionnant. Celui qui avait répondu, c'était Jacques Derrida. Donc je reviens vers vous, Dr Nouran. Oui, on parlait donc d'orientalisme. Je vous disais que c'était un courant donc, du 19e siècle et que c'était l'intérêt des Européens pour tout ce qui est artistique, pour tout ce qui est culturel. Mais voilà, cet intérêt, il est biaisé dès le départ parce que, au fait, quand les Européens sont venus durant cette époque-là, ils ne sont pas venus à la recherche de l'autre, à le connaître pour mieux le comprendre. Ils sont venus pour se retrouver eux-mêmes. D'ailleurs, à ce point-là, à ce point de vue-là, Edouard Saïd, qui a bouleversé tous les paradigmes des rapports entre l'Orient et l'Occident, disait que, en parlant de l'orientalisme justement culturel, que les Européens créaient des images par eux et pour eux. Donc, à leur usage, oui. Voilà, à leur usage. Donc, c'est un peu ça, la majorité des compositeurs. Bon, il y en a certains qui sont venus avec des idées naïves et tout ça, mais la majorité, c'était créer
pour l'Europe et par l'Europe. Oui, ces Voilà. compositeurs eux-mêmes étaient travaillés par cette vision-là. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est un des paradigmes, c'est un des thèmes qu'il a développé donc Edward Said, qui est un professeur de littérature comparée à la Columbia aux États-Unis. C'est un américano-palestinien qui a fait son ouvrage donc fondateur qui s'appelle Orientalisme. Oui. Et voilà. Et donc auquel peut faire aussi pendant son autre ouvrage Culture et impérialisme. tout à fait, c'est la suite des idées de orientalisme. Donc, dans mon propre ouvrage, justement, je disais qu'il y a des œuvres, justement, orientalistes qui peuvent juste exhaler des relents d'orientalisme, des exotismes, je dirais, de dépaysement. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les œuvres qui libèrent un syncrétisme, justement, entre les différentes cultures. Hein. Notamment ce que vous avez appelé l'orientalisme russe. Voilà, justement, parce que, par exemple, l'orientalisme russe, à mon sens, c'est l'orientalisme le plus abouti. En Russie, la partie orientale, c'est la Caucasie. La Caucasie, c'est la Tchétchénie, les Gnouches, c'est l'Arménie. J'allais presque dire c'est une tautologie, orientalisme russe. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est des montagnes, c'est plein de montagnes qui sont délimitées par la mer Caspienne et la mer Morte. Et donc, ils ont ce côté orientaliste parce que d'abord, il y a l'islam qui est la religion principale. Il y a aussi une petite hétérogénéité culturelle, mais du point de vue musical, les choses sont très très voisines. Par exemple, vous allez trouver des voix iraniennes qui ressemblent à celles de l'Arménie. Et leur mougam, au lieu de dire maqam, on dit mougam, se pose sur un instrument, un luth à manche longue qu'on appelle tar, qui n'a rien à voir avec l'instrument de percussion. Et les maqam ou les mougam qu'ils utilisent, donc c'est rast et sika par exemple. Hein, et ils vont l'appeler siga, mais c'est sika. Et donc déjà le fait que ces régions utilisent un petit peu intrinsèquement ces maqam, donc quand on va être confronté à l'écoute de l'orientalisme russe, on pourra s'identifier beaucoup plus facilement. Et quand vous écoutez par exemple Rimsky-Korsakov, qui fait partie des groupes des 5, parce qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a eu 5 compositeurs russes qui, pour un petit peu s'affranchir des standards de transcription ou de symphonie occidentale, ont créé leur propre concept où ils mettent leurs propres légendes, leurs propres thèmes dans la musique symphonique russe. Et je vous dis, le plus abouti, à mon sens, c'est Rimsky-Korsakov. Bon, il a écrit sa Scheherazade, qui est connue, qui est vraiment un standard de la musique symphonique russe. Mais un morceau qui m'a interpellé, il y a 2 morceaux, au fait, qui sont à peu près, qui m'ont motivé à écrire ce livre. Quand j'ai écouté Borodine et quand j'ai écouté les danses polovtsiennes de Borodine, il y a quelque chose que j'ai senti, je me suis identifié à quelque chose. Et en poussant mes recherches, j'ai trouvé que Borodine, qui est médecin d'ailleurs, et qui est musicien, et qui, quand il est venu en France, il a transité par Paris, il a pu trouver le recueil de Francisco Salvatore Daniel, et de ce recueil, il a pioché des thèmes et une seconde augmentée qu'il a impulsé donc à ces danses polovtsiennes. Mais le plus intéressant à écouter, chez Rimsky-Korsakov, c'est son poème symphonique qui s'appelle Antar. C'est par rapport à Antar ibn Shaddad. Donc, c'est des cantes qui sont parvenus à ce compositeur qui s'appelle Rimsky-Korsakov par son ami qui s'appelle Osip Ivanovitch. Et ces cantes-là se trouvent dans une compilation qui s'appelle Les voyages fantastiques du comte Brambéus. Donc, il a pris le conte de Antar ibn Shaddad, il en a fait un poème symphonique. Et dans le 3e mouvement, on écoute mais vraiment la chanson qui se trouve dans le recueil de Francisco Salvatore Daniel qu'on appelle Chebou Cheben. Et la boucle est bouclée. Alors pour boucler la boucle, justement, je me tourne vers vous, Monsieur Hoxha, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Donc je rappelle que votre dernier album s'intitule Naranj, illustré par une très belle jaquette de Denis Martinez. Les concerts n'ont pas encore repris tout à fait. Votre dernière prestation était à la Basilique, telle que vous l'avez mentionné.
Est-ce que vous avez des projets sur le feu? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Sur le feu, c'est beaucoup dire, donc vu la conjoncture. Bon, mais bon, je suis en train de préparer un nouvel album. Donc maintenant, je retourne donc à la Nouba. Donc parce que là, dans Naranj, il y a donc un florilège de morceaux. Donc empruntés au registre andalou et au registre arobé et haouzi. Et là, je suis sur un projet de faire enregistrer justement dans une nouba, dans le mode Zidane, qui est donc mon mode de prédilection en fait, donc des morceaux donc empruntés à l'école de Tlemcen, et à l'école de Constantine et à l'école d'Alger, mais revisité, enfin avec une acoustique quelque part musicale de la Sanaa. Voilà, donc je suis en période en phase d'écoute donc, et d'imprégnation, et donc j'espère qu'on pourra d'ici quelques semaines ou quelques mois donc pouvoir entrer en studio et matérialiser justement ce projet. Voilà. Vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Ben, Inch'Allah. Et puis il portera donc justement le titre donc d'ivresse andalouse, voilà, ivresse avec S, donc parce que donc justement la musique andalouse est pleine d'ivresse et donc elle est propice à beaucoup de bonnes choses, voilà. Ah ben c'est magnifique. J'espère que cela se concrétisera très rapidement. Et je peux me permettre une indiscrétion. Nous avons parlé hors antenne justement qu'avec votre groupe Massins, vous aussi, Dr Nouran, vous aviez un projet musical sur le feu, un projet littéraire et un projet musical. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, allez. En guise d'au revoir. On est dans les indiscrétions. Allez. Voilà, je ne voulais pas dire dans les scoops, mais allez. Donc oui, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que depuis déjà quelques mois, parce que je travaille sur un projet donc de dialogue de culture musicale où j'ai récupéré des partitions du recueil justement de Francisco Salvatore Daniel, parce que étant curieux de savoir quel était les thèmes mélodiques qui se pratiquaient en Algérie durant les années 1800. Donc j'en ai récupéré 3 partitions. Et j'ai récupéré aussi une partition qu'un ami ethnomusicologue, Mahna Mahfoufi, a eu l'amabilité de m'envoyer. C'est celle de Armas Lonis, qui est un musicien norvégien qui est venu en Algérie et qui a vous mentionnez dans votre ouvrage. Oui, qui a fait une très belle pastorale berbère que je suis en train de déchiffrer pour pouvoir l'intégrer. Et il y a aussi d'autres musiques de compositeurs qui ont pris d'ici et que nous allons restituer en sonore. Inch'Allah. Voilà. Et il y a aussi un ouvrage sur le feu. Oui, le 4e ouvrage, c'est un petit peu dans la continuité du premier, sur l'influence de la musique, sur le comportement, mais là, ça va être autre chose. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de musicothérapie et en matière de nouvelles technologies, il y a l'avènement de l'IRM fonctionnel qui permet de voir quelles sont les zones du cerveau qui fonctionnent quand vous pratiquez une activité musicale. Et donc, ce qui m'intéresse en tant que neurochirurgien et musicien, c'est de parler de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quand les neurones s'arborisent entre eux, quand il y a des repousses des neurones pendant qu'on effectue une activité musicale. Et l'intérêt... Vous aviez utilisé cette belle image, vous disiez le cerveau est sculpté. Tout à fait. Quand on pratique un instrument et quand on vient à faire de la musique à un âge très précoce, 4 ans, 5 ans, vous savez, une demi-heure, 2 fois par semaine suffisent pour pouvoir un petit peu sculpter notre cerveau. Et quand vous savez que quand vous utilisez les 2 mains, quand vous utilisez tous vos sens dans une pratique musicale, votre cerveau se met à bouillonner et les connexions se font. Et quand vous déchiffrez une partition, l'IRM fonctionnel va permettre de nous dire que c'est la même chose que quand vous pratiquez un instrument et c'est les mêmes réseaux à peu près qui sont utilisés quand vous résolvez un exercice de maths. D'où cet intérêt que la musique a d'augmenter dans certaines situations le quotient intellectuel des enfants. Elle n'adoucit pas seulement les mœurs, oui, elle fait aussi les génies. Tout à fait. Docteur Nouran, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Influence de la musique sur le comportement humain ». Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie consacrée à Mohamed Guerbouchen, musicien intemporel, qui a d'ailleurs inspiré, c'est comme ça que je l'ai découvert, qui a inspiré un roman à Youssef Tounsi, Rhapsodie déconcertant. Et votre dernier ouvrage, Dialogue des cultures musicales, mythes ou réalités, est paru en 2020 aux éditions Al-Tahaddi.
en attendant le prochain. Merci beaucoup, Dr Honoré, d'avoir été parmi vous. Merci. Monsieur Farid Khoja, merci encore. C'est moi qui vous Ce remercie. fut un plaisir de vous recevoir, messieurs. Plaisir partagé. Merci. Quant à vous, mes chers compatriotes, j'espère que le plaisir que j'ai eu à recevoir mes invités vous a été transmis et qu'ainsi j'aurai l'honneur et le privilège de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.